les zones frontalières comme espace de développement et d'intégration. Une évaluation des actions de gestion et des perspectives s'impose. Une mission entamée par le Conseil des frontières réuni en sa première session. Elle est présidée par le Premier ministre et vous en aurez les actes majeurs dans un instant. Des villas clés en main pour 52 acquéreurs. Premier acte du respect de l'engagement de la CGC à l'endroit de la diaspora. 200 autres villas sont attendues d'ici au 15 avril prochain pour un millier au total à exécuter. La remise aux acquéreurs dans une poignée de minutes. Il se nomme Pierre Jean Barrault, ancien travailleur de la Société de recherche minière du Burkina et aujourd'hui à la retraite. Son parcours est à l'image de la Soremib, empreint de soubresauts, et c'est à lui qu'est consacrée notre halte d'une semaine à Poura. Des centaines de jeunes filles enlevées dans le nord-ouest du Nigeria. Des dizaines d'hommes armés ont envahi les dortoirs d'un collège lors d'une attaque nocturne. Plus de 300 auraient été kidnappés et une opération de recherche est lancée. L'acte est attribué à des groupes armés appelés bandits, entretenant des liens forts avec certains groupes djihadistes. Et voici pour le menu de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons cette édition avec l'état de la coopération entre le Burkina Faso et le Gabon. Une visite d'amitié et de travail est entreprise par le chef de l'État présent au cours de cette journée à Libreville. Les deux pays se fixent pour objectif de redonner du souffle à la commission mixte dont la dernière remonte à l'année 2012. Le réchauffement des relations dans ce compte-rendu de notre envoyé spécial Olopoda. Dès notre arrivée, comme vous l'avez constaté, nous avons eu une rencontre avec son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon, non seulement des situations sanitaires, des situations en ce qui nous concerne de lutte contre le terrorisme, et autant de situations qui affectent nos différentes économies et nous interpellent sur la nécessité de ne pas penser simplement que la lutte contre le terrorisme est une question sahélienne, mais c'est une question qui évolue comme une gangrène et qu'il était nécessaire que nous puissions renforcer la coopération et l'échange aussi bien entre les pays de l'Afrique de l'Ouest que les pays de l'Afrique centrale. C'est pour dire que nous avons en tout cas salué la qualité de l'accueil qui nous a été réservé et en tout cas constater que nous avons de très bonnes relations entre nos deux pays que nous devons réactiver parce que 2012 a été la dernière rencontre de la commission mixte entre nos deux pays et en tout cas nous avons instruit les ministres des Affaires étrangères pour que, malgré le fait que nous sommes dans une situation de la COVID-19, de trouver les voies et moyens pour que nous puissions relancer cette coopération et renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Voilà, nous reviendrons avec plus d'informations sur cette visite d'amitié et de travail au cours de nos prochaines éditions. Plus de 3600 km de frontières partagées avec 6 pays, ce qui résume le défi de la sauvegarde de la souveraineté nationale et la nécessité de faire des zones frontalières des espaces de bon vivre. Des mots prononcés par le Premier ministre président ce 26 février, la première session ordinaire du Conseil des frontières. À l'occasion, l'état des lieux des recommandations de la dernière session de 2020 est dressé. Nous suivons le compte-rendu avec Roger Kam et Caroline Ouari. Il y a des évolutions notées dans la mise en œuvre de certains dossiers relatifs à la gestion des frontières. Des évolutions pour lesquelles cette première session ordinaire de l'année marque de la satisfaction. Sur d'autres volets, par contre, des résistances à l'avancée des objectifs du Conseil des frontières persistent. Sur ce point, le secrétariat permanent de la Commission des frontières et partant, le département en charge de l'administration territoriale savent compter sur l'implication de l'État burkinabé pour maintenir des relations apaisées avec les autres pays frontaliers. Je saisis l'opportunité de la tenue de cette première session du Conseil des frontières pour rassurer les pays amis et frères
qui partagent avec nous des frontières communes, que notre politique de gestion de nos frontières est conduite dans l'optique de la consolidation des liens de coopération, d'amitié et de fraternité qui unissent nos différents pays. Sur les points en attente de trouver des voies de mise en œuvre, le département en charge de l'administration territoriale travaille à trouver les solutions. Nos infrastructures sont encore insuffisantes. Les infrastructures au niveau de la sécurité et au niveau de nos administrations sont encore très insuffisantes et très faibles, et cela profite à ceux qui veulent utiliser les frontières pour des actes malveillants. C'est de cela que nous parlons, et c'est des défis anciens et nouveaux que nous avons. Instance de décision et d'orientation, le Conseil des frontières réunit en plus des acteurs nationaux les personnes et organes clés des pays frontaliers concernés. Partenaires techniques et financiers sont également de la rencontre. Des recommandations également évaluées pour le secteur de la défense et de la sécurité. Le cadre de concertation sectorielle dialogue fait le point des activités en rapport avec les objectifs du PN2S. Plus de 70% de taux de réalisation en dépit des difficultés rencontrées. Le point avec Issa Kafando et Pascal Lakane. 2020, une année éprouvante pour les secteurs de la sécurité et de la défense. En plus du terrorisme auquel il faisait déjà face, est venue s'ajouter depuis mars 2020 la crise sanitaire du Covid-19. Mais grâce à la résilience des travailleurs de ce secteur, les activités programmées ont été en majorité réalisées selon le rapport qui sera présenté aux participants. Que malgré les difficultés que nous avons rencontrées, surtout les défis sécuritaires qu'il fallait relever, on peut retenir que le secteur de la sécurité a une performance assez bonne, de 76%, donc je me dis que c'est acceptable. Bien qu'il y ait encore des défis à relever, et c'est de ça que nous allons discuter tout à l'heure. On présente le rapport, on discute des difficultés rencontrées et on dégage les perspectives à venir. Les participants vont examiner le rapport soumis à leur appréciation et en tirer les conséquences pour les prochaines programmations. D'ores et déjà, le ministre de la Défense invite les acteurs du domaine de la sécurité et de la défense à se tenir prêts pour la mise en œuvre des activités de prochain référentiel de développement en cours d'élaboration. Après la sécurité, ce sont les acteurs du secteur travail, emploi et protection sociale du PN2S qui se concertent depuis ce 26 février. S'appuyant sur les contenus de 2 rapports élaborés, ils ont pour mission d'évaluer la performance de la mise en œuvre des activités programmées au cours du premier quinquennat du chef de l'État. Détail avec Amado Ilboudo et Abdelaziz Yagibou. Au compteur du premier quinquennat du président du FASO, les indicateurs du PN2S en matière de travail, d'emploi et de protection sociale donnent toutes les raisons aux acteurs de première ligne dans la mise en œuvre d'afficher du sourire. Malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile, les résultats engrangés au cours de la période 2016-2020 se révèlent satisfaisants. Nous avons un taux de satisfaction de produits livrés à 77,54%. Et pour être à la hauteur des défis qui pointent à l'horizon, ce premier cadre de dialogue de 2021 se propose d'examiner et de valider le rapport de performance de 2020 avant d'adopter le projet de plan de travail de 2021. Nous allons travailler, nous allons analyser aussi les difficultés rencontrées par les acteurs pour la mise en œuvre des produits identifiés. Et enfin, le PTA 2021 qui devrait se situer en 168 milliards 208 561 millions de francs CFA pour voir si nous allons ensemble, comment chaque sectoriel membre de ce CSD pourrait travailler à atteindre les objectifs. On devrait pouvoir à ce moment-là avoir des objectifs extrêmement réalistes et qui devraient se baser, comme l'a dit également Madame la Ministre, sur des données disponibles qui ont cruellement manqué lors des années précédentes afin d'apprécier de manière réaliste et objective les avancées dans ces différents secteurs. Le projet de plan de travail annuel de 2021, objet de validation, présente les principaux résultats à atteindre en 2021. Résultats pour lesquels la ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire appelle à la mobilisation de tous les acteurs impliqués. Une collaboration tripartite pour renforcer la résilience des collectivités territoriales face au Covid-19 et à l'insécurité.
Le programme des Nations Unies pour les établissements humains bénéficie du soutien de l'Union européenne en accompagnement du gouvernement burkinabé. Un projet qui permet de faire face au déplacement massif des populations en leur faisant bénéficier des services sociaux de base. Le compte-rendu avec Paul David Bambara et Amadou Marcel Ato. Plus d'1 million de déplacés internes et plus de 2 millions de personnes dépourvues de besoins humanitaires au Burkina en 2021. Face à la situation, le projet de renforcement de la résilience des collectivités territoriales du Burkina face au déplacement massif de population et à la pandémie du Covid-19 voit le jour. Porté par l'ONU Habitat et l'Union européenne, l'heure est à son appropriation par les acteurs nationaux et autres partenaires techniques et financiers. Pour nous, c'est d'abord de se réjouir du projet, mais surtout de féliciter les partenaires techniques et financiers pour leur engagement aux côtés du gouvernement du Burkina Faso dans la lutte pour des populations plus sécurisées. Ce projet est initié notamment pour faciliter la prise en charge des problématiques de développement sur les espaces urbains et périurbains du fait de la croissance démographique induite par l'arrivée des populations déplacées internes. On a demandé d'ailleurs aux participants de pousser la réflexion afin de venir avec les propositions concrètes qui permettront de pallier l'urgence au développement avec la cohésion sociale, vraiment pour que ces leçons puissent informer la manière de préparer les espaces urbains et créer un cadre de vie pour les populations tout en protégeant l'environnement. D'un coût estimé à 2,6 milliards de francs CFA, ce projet va toucher 30 000 personnes vulnérables à travers des services sociaux dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de la santé, dans 4 localités, à savoir Dori, Kaya, Kongoussi et Tougouri. Le Covid-19, on en reparle. Une année maintenant que la maladie a fait son apparition, après la psychose créée et le rebond dans les vagues de contamination, la pandémie est plus ou moins sous contrôle au Burkina. Pour la coordination nationale de riposte, le rebond constaté en décembre-janvier se décline. Le Covid devra désormais être traité comme un paludisme sans besoin de services spécialisés. Les explications face à la presse ce jour avec Vincent Kenrobeo. La courbe de progression du Covid-19 connaît un déclin depuis quelques semaines après le rebond de décembre-janvier. Cette évolution est inversement proportionnelle aux moyens de plus en plus déployés par l'État en riposte contre la pandémie, selon Dr Brice Bikaba. La troisième vague qui a commencé en fin décembre et qui a eu son pic vers la fin du mois de décembre, autour du 23 décembre. Et depuis le 23 décembre, nous observons également une diminution régulière du nombre de cas incidents, du nombre de nouveaux cas, semaine par semaine. Et chaque semaine, cette diminution est en tout cas notifiée. La situation reste sous contrôle des services de santé, mais une extinction du virus n'est pas pour demain. Alors, les populations doivent apprendre à faire avec. Et tout centre de santé doit pouvoir traiter le coronavirus comme l'on traite le paludisme, en attendant éventuellement le vaccin anti-Covid-19. C'est faire de telle sorte qu'au bout, la Covid la soit comme une maladie, comme le paludisme. Donc de faire en telle sorte que les agents de santé puissent effectivement le prendre en charge pour le faire. Et actuellement, nous sommes dans ce processus. Vous allez remarquer que depuis un bout de temps, on ne parle plus de faire le suivi donc, à domicile forcément. Lorsque vous êtes positif, là où vous partez donc récupérer vos résultats, vous prenez vos médicaments en même temps. La batterie de mesures prises dans cette crise sanitaire et les leçons apprises permettent au Burkina Faso de parier à toute autre éventualité, selon le directeur du Chorus, d'autant que la maladie à Ebola ressurgit dans des contrées pas vraiment lointaines. Comment améliorer les services de la radiodiffusion-télévision du Burkina? Le sujet intéresse et fait l'objet d'échanges entre le ministre de la Communication et les responsables centraux de la structure. Le chef du département s'engage pour sa part à soutenir la nationale du son et de l'image tout en sollicitant un accompagnement de l'action gouvernementale. Compte rendu avec Amadou Ilboudo et bienvenue dans ça.
L'avenir de la radiodiffusion-télévision du Burkina se discute entre le ministre en charge de la communication et les responsables des services centraux de la RTB. Il est question ici d'amélioration de la qualité des services proposés au public. C'était des échanges très fructueux. Monsieur le ministre de la Communication est venu s'enquérir des réalités de la radio et de la télévision. L'engagement qu'il a pris, c'est qu'il sera aux côtés des médias, notamment les médias publics. Et donc, à nous également de nous organiser, parce que comme il l'a dit, de manière endogène, il faut que les médias publics prennent des initiatives, montent des projets, et ces projets-là pourront donc être portés au niveau donc du Premier ministre, au niveau du chef de l'État, pour que des solutions soient trouvées. Donc c'est également un appel à l'organisation. Vis-à-vis des médias publics, le ministre en charge de la communication a une attente. Elle concerne l'accompagnement de l'action gouvernementale. On ne peut pas réussir à gérer un pays de manière générale si le volet communication n'est pas pris en compte. Il y a de bonnes actions qui sont menées au niveau des décideurs. Il faut encore que ces actions-là soient connues du grand public. Et même les aspects qui ne marchent pas, il faut expliquer. Donc dans tous les cas, il faut communiquer afin que la population soit au rendez-vous de l'information. Et donc nous avons à notre niveau promis en tout cas de tout mettre en œuvre pour accompagner le gouvernement au niveau de la communication. Concernant les difficultés que connaît la RTB, le ministre Tamboura dit avoir pris bonne note. Il promet poursuivre les efforts en vue de la résorption de ces difficultés, entre autres financières. Dans un autre registre, on parle du concours Challenge des 1000, un programme d'accompagnement des jeunes entrepreneurs de l'ambassade de France au Burkina. Les bénéficiaires ont été conviés à une rencontre d'échange ce 25 février, occasion pour l'ambassade de s'informer sur l'avancement de leur projet. On en sait un peu plus avec Césaire Carrefour et Ahadi Sandamba. C'est un rendez-vous d'échange entre jeunes entrepreneurs et doyens dans l'entrepreneuriat. Sur la table, quelle posture adopter pour entreprendre aujourd'hui au Burkina Faso? L'initiative est de l'ambassade de France dans le cadre du concours Challenge des 1000 en collaboration avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. À travers cette rencontre, l'ambassade de France vient s'enquérir du niveau d'avancement dans les affaires des lauréats du concours Challenge des 1000. Ce soir, en fait, on prend rendez-vous avec eux pour savoir comment ils vont, quelle est la suite de leur projet, pour travailler de manière un peu plus approfondie avec la CCI, la maison de l'entreprise, et mettre en fait en œuvre tout ce qui existe au niveau du pays. 26 jeunes entrepreneurs prennent part à la rencontre. Une rencontre de témoignages des doyens, mais aussi d'écoute des jeunes entrepreneurs afin de booster l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Les donner les BABA et les conseils les plus appropriés afin de les permettre quand même d'avoir une bonne assise en mettant en place leur structure. Les partenariats vont nous être très utiles tout au long de la vie de notre entreprise et nous sommes vraiment chanceux d'avoir eu cet appui de l'ambassade de France. Le concours Challenge des 1000 est une initiative du gouvernement français et pilotée par les ambassades. Sur une soixantaine de dossiers enregistrés au Burkina Faso, ce sont 26 qui ont été retenus pour être accompagnés. Ils ont bénéficié de formations, de stages et d'une visite en France. La proximité, c'est aussi ce qui est recherché par IB Bank à travers l'ouverture d'une nouvelle agence Prestige, un cadre qui prend en compte les besoins de sa clientèle la plus prestigieuse avec des caisses d'opération et des salons VIP. La cérémonie inaugurale est intervenue ce 26 février en présence de Adama Guiti et Momoni Soubeiga. Située au sein de l'ancien siège de la compagnie Air Afrique, l'agence Prestige de IB Bank est désormais opérationnelle. Elle comprend des salons VIP, 4 guichets, 2 caisses VIP et des bureaux. L'agence Prestige se veut un cadre moderne avec toutes les commodités selon les responsables de la banque. C'est une agence qui est ouverte à tout le monde, donc il n'y a pas de distinction particulière. Et il faut dire que l'édification de cette infrastructure répond à la mise en œuvre des orientations qui ont été données par les plus hautes autorités de la banque, de mettre à la disposition de la clientèle IB Bank un cadre qui est assez convivial. Nous avons déjà acquis des serveurs de grande production qui sont de grands gabarits, qui permettent donc de pouvoir effectuer les opérations
en toute sécurité surtout. La cérémonie d'inauguration est parrainée par le directeur général de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. La CNSS fait partie des actionnaires de IB Bank et l'ouverture de cette agence prestige se présente aux yeux du parrain comme un tournant décisif dans la vie de la banque. Aujourd'hui, je suis très satisfait de constater que ce projet s'est concrétisé. Ce que nous souhaitons le plus, c'est que cette agence-là porte bonheur à IB Bank et que IB Bank arrive à conjuguer ses ambitions avec celles de notre économie, avec celle de notre pays, pour plus d'émergence et plus de développement. L'aménagement du site de l'agence a coûté 200 millions de francs CFA. Avec l'ouverture de l'agence Prestige, IB Bank compte désormais 12 agences à travers le pays. Une promesse devenue réalité pour le Centre de gestion des cités et 52 acquéreurs. La Cité de la Diaspora, lancée en juillet 2018, se matérialise sur le site de Guestenga, dans la commune rurale de Koubri. Cette première phase devrait disponibiliser d'ici au 15 avril prochain 200 villas. En attendant, c'est tout heureux que la cinquantaine de souscripteurs a reçu des clés des mains du ministre de l'Habitat. Le témoignage de Daouda Ouattara et Nyarkiteda. C'est un vendredi béni pour Daouda Sanou. Il contemple fièrement sa villa de type F5. Tout comme lui, Vincent Yago est travailleur à la GIZ en Allemagne. Il est aussi entré en possession de son dû. Les portes lui sont ouvertes. On a même choisi le terrain nous-mêmes en fonction du plan et on a pu suivre le travail de bout en bout. Franchement, ce matin, nous sommes très contents. Nous sommes à la Cité de la Diaspora. 52 villas sur 200 pour la première phase sont entièrement finies et remises aux demandeurs. Je pense que ce projet-là, qui vient justement de connaître son épilogue avec la remise de clés pour 52 bénéficiaires, voudrait simplement dire que c'est une invite à aller de l'avant. La Cité de la Diaspora couvre une superficie de 94 hectares pour 1049 parcelles et 1000 logements sont attendus. Elle est sous le leadership du CGC, le Centre de gestion des cités qui utilise la technique PPP, partenariat public-privé, pour la réaliser. À travers donc des promoteurs privés qui cherchent leur financement auprès des institutions financières et qui réalisent les logements, qui réalisent notre programme immobilier. Et maintenant avec un mécanisme de remboursement. Nous on a au total 100 maisons avec un coût estimé à 2 milliards. Et c'est un marché donné sous forme de PPP. Vous connaissez tous ce que ça veut dire le PPP. Il faut préfinancer et il faut tout réaliser à la limite. Le Burkina Faso compte 10 millions de personnes à l'extérieur. Et selon la BCEAO, cette diaspora émet un transfert de fonds vers le Burkina Faso à hauteur de 216 milliards de francs CFA. La construction, tout un art qui nécessite une maîtrise par des professionnels réunis dans un cadre qui leur est propre. Ils se penchent sur le comment habiter et le mieux vivre dans une zone non lotie. C'est à travers un forum qui a ouvert ses portes ce 25 février à Boissa et qui s'adresse également au public. Les premiers mots avec Adama Giti et Isia Kanana. Une bâtisse de type nigérien en banco, une autre de type bobo, érigées entièrement en mode de terre. Des maisons construites en matériaux locaux qui comportent de nombreux avantages économiques, écologiques et résistent au temps. Nous sommes à la 5e édition du FACT Sahel, le forum des acteurs de la construction en terre. Il est vraiment important de valoriser ce savoir-faire-là pour mettre à disposition des populations un habitat à bon prix et un habitat confortable. Une initiative portée par l'association YAM Solidarité. C'est un forum qui se veut un cadre de rencontre et de partage d'expériences entre constructeurs. Habiter et mieux vivre en zone non lotie, c'est la problématique au cœur de cette rencontre. Nous avons nos partenaires du Sénégal, du GRD Urbasen et de la Guinée-Bissau, le GRDR, qui travaillent aussi sur ces mêmes problématiques. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment d'arriver à avoir une multiplicité de solutions, de pratiques qui se font, voilà, pour que nous aussi, au niveau des Ouaga, nous puissions aussi nous inspirer
de ces modèles. Et nous sommes agréablement surpris de voir la qualité du portage de la question. Et donc nous allons identifier sûrement l'association YAM Solidarité comme un partenaire de choix dans la question de l'emploi de ces matériaux et de toutes ces innovations. Conférences publiques, table ronde autour de la problématique, rencontres B2B, ce sont entre autres activités qui vont ainsi meubler cette 5e édition du FACT Sahel. Impossible de construire sans eau, source de vie et de toute convoitise. À Waiguya, les problèmes relatifs à la desserte devraient être résorbés avec l'exploitation prochaine du barrage de Guiti. L'information est donnée par le ministre de l'Eau au cours d'une visite des installations de la ville. Mais en attendant, il faudra faire avec l'option de la distribution alternée. Boukari Ouedraogo et Karim Bikenga. Le barrage de Gouenli, à 3 km de la ville, il renferme beaucoup d'espoir pour la desserte en eau potable à Wayougouya. L'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, a installé sa 2e station de pompage ici pour desservir la ville en manque de 2700 m3 d'eau. En attendant la solution définitive, nous passons par la distribution alternée, ça veut dire on donne par quartier chaque 2 jours. Même avec ça, il y a des quartiers qui sont situés plus en hauteur qui ne sont pas satisfaits. Pour sa première sortie à Wayougouya, le nouveau ministre en charge de l'eau est venu constater les installations. Elles sont un espoir de soulagement et non une solution définitive, se convainc-il. La fin du calvaire de Wayougouya va venir avec le barrage de Guiti, mais là encore, il faut attendre dans 3 ans. Et si cet ouvrage voyait le jour, Wayougouya pourrait bénéficier quotidiennement de 30 000 m3. Mais ce projet est prévu pour connaître un aboutissement d'ici 2023. La vétusté de certaines installations réalisées depuis 1984 justifie d'une part la faiblesse de la desserte en eau potable à Wayougouya. À cela s'ajoute le faible débit des forages dans la ville et la mauvaise qualité des eaux de certaines sources en saison pluvieuse. Après Waiguya, nous voici à Poura pour la suite de notre semaine de découverte. Et ce soir, nous mettons un accent sur le parcours de Pierre Jean Barreau, ancien travailleur de la Sorémib, une carrière ayant connu des soubresauts et malheureusement écourtée à l'image de la vie de la mine. Il nous raconte son histoire au micro de Ali Doubadini et Sekou Zongo. Pierre Jean Barreau est un mineur à la retraite résident au secteur 5 de Poura. Il est l'un des ex-travailleurs de la mine d'or industrielle de Poura, la Sorémib, la société de recherche minière du Burkina Faso. Alors, âgé de 25 ans, il est engagé comme conducteur d'engin dans la mine souterraine le 26 septembre 1983, la concrétisation d'un rêve. Ainsi commence une riche et tumultueuse carrière de mineur. Employé permanent jusqu'en 1988, c'est précisément en septembre de cette année et suite à l'effondrement de l'entrée principale de la mine que commence la descente aux enfers de ce mineur. Ça s'est coïncidé avec la baisse du coût d'or. Donc ça a créé beaucoup de problèmes à la mine. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'il fallait faire un rabais de salaire, 20 et 25%. Sur les travailleurs pour que la direction générale puisse tenir le coup, quoi. Que sinon, si on ne le faisait pas, qu'il y aura 100 personnes qu'on va licencier. Bon, on a accepté. Rabattement salarial de tous les travailleurs de la Sorémib et compression du personnel, 313 mineurs sont remerciés, mais Pierre Jean Barreau est épargné par ces licenciements. Un soulagement de courte durée. Quelques mois plus tard, la nouvelle tant redoutée tombe. Il y a eu une décision gouvernementale qui disait que, bon, franchement, il y aura un licenciement collectif. Ça, c'était en 99. Qu'il y aura une licence. Voilà. On dit voilà. C'est ce que nous, on craignait là. À l'évocation de cette date fatidique restée dans la mémoire de cet ancien mineur, il perd son latin car ce fut le début de la traversée du désert pour ce conducteur d'engin minier.
Entre 1999 et 2011, l'ex-employé de la Solemib frappe à toutes les portes, mais rien. Pierre-Jean est chômeur à temps plein. Finalement, il est embauché dans une autre société minière où il fait valoir ses compétences, longtemps resté en sommeil. Je vous assure que cette fermeture a été du désastre à Poura. Parce que tous les travailleurs, non seulement la fermeture a été brusque, la compression a été brusque. Quelqu'un qui était là comme ça, une fin de mois, on dit que non, tu ne travailles plus. Nous tous, on est restés dans ce contexte-là. Un jour, Dieu merci, j'ai appris qu'il y avait des mines qui s'ouvraient partout. Moi, j'ai déposé ma demande et puis on m'a appelé. Je suis parti à Perquois. C'est là-bas que je suis allé terminer le reste de ma carrière. Une carrière de mineur bien remplie, avec à la clé un trou de parcours de plus de 10 ans. Pierre-Jean Barreau est à la retraite depuis le 1er janvier 2016 et mène tranquillement son activité de petit élevage à domicile. À 63 ans, Pierre-Jean Barreau est marié et père de 3 enfants. Et comme lui, d'autres mineurs de la Solemib attendent toujours de rentrer totalement dans leurs droits de travailleurs licenciés. L'actualité hors de chez nous conduit au Nigeria. Plus de 300 jeunes filles ont été kidnappées dans la région du Nord-Ouest. Des élèves du secondaire victimes de groupes armés écumant la région. La semaine écoulée, 42 enfants ont été enlevés dans l'État du Niger, dans le centre-ouest, et plus de 300 autres garçons enlevés en début décembre. Dans le nord-ouest du Nigeria, de nombreuses jeunes filles ont été kidnappées de leur dortoir ce vendredi dans l'état de Zamfara. Les élèves de l'école secondaire de Djengebe enlevés seraient au nombre de 300, selon les déclarations de professeurs et certains parents recueillis sur place. Ce nouveau kidnapping de masse serait l'œuvre de groupes armés appelés des bandits qui terrorisent les populations, volent du bétail et pillent les villages pour des rançons. Ces bandes criminelles se cachent souvent dans des camps dans la forêt de Rougou qui s'étend sur 4 États du nord et du centre du Nigeria. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.